cette conférence, à cette rencontre, à ce colloque débat, dont le thème est intitulé l'Afrique dans un 21e siècle dans le monde mondialisé. Alors, dans un premier temps, je vais présenter notre structure, vu qu'il y a pas mal de personnes ici qui viennent d'arriver. Puis, dans un deuxième temps, je vais laisser la parole à Monsieur Kogli, qui est le secrétaire général du Mouvement pour la libération et la reconstruction totale de l'Afrique. Alors, comme vous le savez sûrement, nous, c'est le mouvement COMCA. Alors, nous sommes un comité qui milite pour une Afrique unie et libre. Alors, pour aller à cette Afrique unie et libre, nous avons constaté qu'il faut maîtriser notre espace géographique, notre espace politique et notre espace économique. Alors, nous sommes partis de ce constat que les Africains, et aucun pays en Afrique, aucun État en Afrique ne maîtrise réellement son espace politique, son espace économique, son espace géographique. Donc, c'est pour cette raison que pour s'approprier notre espace, il nous faut théoriser les valeurs qui sont purement africaines. Tout ça parce qu'il y a ce constat clair et net que nous ici, nous parlons français, nous les Africains, c'est pas pour rien. C'est parce que nous avons été colonisés par un pays, et ce pays est la France. En nous colonisant, la France nous a mis dans notre cerveau son modèle politique, son modèle économique, et ensuite son modèle social. Donc pour nous, l'élément le plus fondamental en fait, c'est de retrouver nos valeurs culturelles, d'aller les rechercher, se réapproprier, afin de les théoriser. De les théoriser pour se reconnecter, réellement reconnecter notre psychisme, notre esprit, avec ces savoirs, avec cette culture, afin de les solidifier. Donc quand je parle de valeurs et de culture, je veux parler par exemple des choses comme le don de soi à la société, la solidarité. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux sur lesquels on doit se baser, on doit se solidifier. Parce que il est bien connu, comme le disait, je prends ça de Norbert Zongo, qui est un de mes maîtres à penser, qui disait que le bon roi en Afrique, c'est celui qui est capable de mourir pour son peuple. Mais quand on regarde aujourd'hui comment nos élites africaines aujourd'hui se comportent, non seulement ils tuent les peuples pour manger à la place de leur peuple. Donc, c'est partant de ce constat-là que nous, ici, à Grenoble, notre petite structure, on a essayé de se réunir et on s'est dit, pourquoi pas nous retrouver entre nous, nous unir, parce que c'est dans l'union qu'il y a qu'on récupère une force, afin de nous reconnecter avec notre passé, afin de nous reconnecter réellement avec l'histoire réelle de l'Afrique, afin de commencer à penser comment reconstruire l'Afrique. Parce que, quoi qu'il en soit ici, beaucoup d'étudiants qui sortent des universités françaises repartiront un jour en Afrique, occuperont des postes politiques. Alors, il ne faut pas refaire comme nos aînés qui, pendant les 50 années, ont lamentablement échoué. Donc, on le voit bien que ces 50 dernières années, ces indépendances n'ont pas apporté le bien-être aux Africains, n'ont pas apporté le bonheur aux Africains, mais au contraire, on voit que l'Afrique est encore enfermée dans un système et la situation est encore de plus en plus catastrophique. On l'a vu avec la guerre en Côte d'Ivoire, on l'a vu avec ce qui se passe récemment au Mali, on le voit avec le Congo, qui, depuis les années 60, a connu une guerre qui a fait plus de 8 millions de morts. Et ça, les médias n'en parlent pas. Donc, pour nous, il est fondamental, en fait, de se former pour un jour libérer l'Afrique. Même si ce n'est pas nous qui allons le faire, que ce savoir-là se transmette à nos descendants, afin que le jour où ils entameront la lutte réelle pour la libération de l'Afrique, qu'ils partent avec quelque chose de solide. Donc, le mouvement COMCA, c'est une structure populaire qui a pour but de réfléchir afin de s'offrir des alternatives. Donc, par le mouvement, à travers ce mouvement, on veut véhiculer les penseurs africains. Parce qu'à l'école, là où nous avons payé en Afrique, on ne nous parle pas de Cheikh Anta Diop, des travaux de Cheikh Anta Diop. Pourtant, c'est l'un des plus grands historiens que l'Afrique ait connu, et même que le monde ait connu. On ne nous parle pas de Thomas Sankara, on ne nous parle pas d'Amilcar Cabral, on ne nous parle pas de Théophile Obenga, on ne nous parle pas de Bemba Gong. Donc, on voit bien qu'on ne nous apprend rien sur les penseurs africains. Donc, si on ne nous apprend rien sur les penseurs africains, comment pouvons-nous changer l'Afrique alors que c'est ces penseurs-là qui ont pensé l'Afrique, qui connaissent réellement l'Afrique?
Donc, le mouvement Konka, c'est un cercle de réflexion qui a pour but de réunir tous les étudiants africains, parce que nous considérons que nous sommes tous des compatriotes, que nous venons du nord, du sud ou de l'est et de l'ouest. En 1885, les Européens ont divisé l'Afrique dans un mépris total, sans qu'aucun Africain ne soit présent. Donc, ignorant qu'ils divisaient des familles, des parents, des frères, des amis, uniquement pour des intérêts impérialistes, pour des matières premières et pour des débouchés. Donc le mouvement Konka se veut d'être dans la lignée, c'est-à-dire de tous ceux qui ont lutté en Afrique pour la dignité de l'Afrique. Et ici, devant vous, il y a un texte de Patrice Lumumba, notamment sa dernière lettre à sa femme, là où il dit qu'un jour, qu'il sait que son peuple se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme honteux et dégradant, pour aller arracher sa dignité et reconquérir sa liberté. Donc voilà, nous voulons être des héritiers de Lumumba, sans prétention, des héritiers de Kankara, des héritiers de Kwame Nkrumah, et tous ces résistants africains qui, depuis la nuit des temps, se sont levés pour montrer que l'Africain est un homme digne, que l'Africain est un homme fort, que l'Africain a une grande histoire, et que demain, il peut encore retrouver cette fierté, il peut encore retrouver cette grandeur. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Donc sans tarder, je vais passer la parole à M. Komla Pombi. Je vais le laisser se présenter. Et nous allons rentrer dans les vifs du sujet, avec notamment le thème qui est l'Afrique dans un monde mondialisé. Je vous remercie et bonne conférence. Je voudrais à mon tour saluer la salle. Et remercier les organisateurs de cette soirée. Disons simplement que le sujet qui nous intéresse ici, c'est de voir à peu près quelle est la situation aujourd'hui en Afrique et quel est le rôle que l'Afrique joue dans le monde d'une manière générale et dans l'économie mondiale en particulier. Ce qu'il faut observer d'entrée de jeu, c'est que l'Afrique, depuis le 7e siècle, avec la pénétration arabo-islamique, n'est plus africaine. Donc à partir du 7e siècle déjà, l'Afrique, on peut dire qu'elle est rentrée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et cette entrée dans le schéma mondial a été consolidée au 14e, 15e siècle avec les invasions européennes qui ont saigné l'Afrique durant 4 siècles avec les razzias négrières transatlantiques qui ont arraché de l'Afrique ses enfants les plus vaillants pour les expatrier, les exiler, les torturer, les assassiner et détruire avec la technologie militaire tout ce que l'Afrique avait construit durant des siècles et des millénaires. Et à partir de ce moment, l'Afrique est complètement extravertie. Donc, toutes les ressources africaines ne sont plus destinées à résoudre les problèmes des Africains à partir de ce moment-là. Les ressources africaines ont plutôt été tournées vers l'extérieur, ce qui fait que l'Afrique se retrouve dans une situation de misère, de paupérisation constante, d'affaiblissement constant et de régression. Bon. Cette situation a continué jusqu'au moment où les Européens avaient décidé de changer de système. C'est-à-dire que
le système négrier avait perduré jusqu'au moment où il était arrivé à saturation, au moment où on n'avait plus besoin d'expatrier les Africains, mais on avait besoin maintenant de faire revenir en quelque sorte le système en Afrique, sur le sol africain. Et dans ce courant de pensée, il y a eu des gens qui l'ont théorisé. C'est-à-dire qu'on avait appelé à l'époque un courant qui s'appelle le mouvement anti-esclavagiste, qui disait que non, ce n'était pas dans l'intérêt de l'Europe de continuer la traite négrière, de continuer les razzias négrières, mais de laisser les Africains en Afrique et de les utiliser pour les mêmes fins. Donc, dans ce courant, le premier qui avait en tout cas pensé cette chose s'appelle Paul Iser, et c'est un Danois. C'est un Danois qui avait pensé, qui avait dit, bon voilà, il n'était plus nécessaire pour l'Europe d'expatrier les Africains, mais de les garder en Afrique et les exploiter à ses propres fins. Et après, ce mouvement a pris de l'ampleur. L'Angleterre, bon, on le sait, a joué un grand rôle dans ce mouvement. Il y a des Français et d'autres nationalités aussi qui avaient joué un grand rôle dans le mouvement d'abolition, ce qu'on appelait le mouvement d'abolition de l'esclavage. Alors, moi j'appelle l'abolition de l'esclavage la stratégie du garrot. Et cette stratégie du garrot, on va la retrouver plus tard dans le cheminement de l'Afrique, dans le cheminement de l'Afrique, dans l'économie mondiale. On va retrouver la stratégie du garrot plus tard. J'explique la stratégie du garrot en disant simplement que elle consiste à prétendre venir en aide aux blessés qui saignent en desserrant le garrot pour que le sang coule plus vite. C'est-à-dire que le blessé a l'impression d'être un peu soulagé. C'est-à-dire que le garrot le serrait, donc il y a la douleur. Et à un moment donné, bon, celui qui place le garrot a besoin de faire couler beaucoup plus de sang, eh bien, il desserre un peu le garrot. Ainsi, le blessé a l'impression que, bon, il s'est un peu soulagé, mais le sang coule un peu plus vite. Voilà. Donc, en faisant en sorte que l'esclavage soit aboli en Afrique, on n'a fait qu'accélérer la destruction de l'Afrique. Et ceci va se faire voir lorsque, déjà en 1870, après la guerre franco-allemande, les Français ont envahi l'Algérie en 1870 et ont, à partir de ce moment-là, foncé sur le Sahara et sur l'ensemble du continent africain. Et qu'est-ce qu'on va voir? Il va y avoir des gens qui, à partir de ce moment, vont dire un certain nombre de choses. Bon, je ne remonterai pas dans le temps. Je vais citer quelques personnalités européennes qui ont argumenté dans le sens de l'exploitation des Africains sur leur propre territoire. C'est ainsi que, lors de la conférence de Berlin, en 1884-85, il était, dans la déclaration finale, il était dit qu'il faut conserver les Africains. Et la nécessité de conserver les indigènes. Donc, cette conservation va prendre des formes. Donc, chaque pays qui se trouvait en Afrique
va développer des programmes d'hygiène, de formation, d'assainissement, programmes agricoles, etc., de sorte à ce que la population africaine puisse croître, hein, pour mieux servir le système, hein, auquel elle était destinée. Et lorsque nous voyons un peu le mouvement de l'Europe vers l'extérieur, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que les Européens ont fait? Les Européens ont procédé par 3 méthodes en fonction des climats. 1. Là où les Européens ont trouvé un climat tempéré, où ils pouvaient vivre eux-mêmes, où ils pouvaient résider, ils ont procédé au génocide des populations qu'ils ont trouvées. C'est le cas des Amériques, hein, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et dans une certaine mesure de l'Afrique du Sud. Donc, on a appelé cette première catégorie de colonies, des colonies de peuplement. Donc, là où l'Européen peut vivre lui-même et là où il aura trouvé des autochtones et que le climat lui permettait à lui-même d'y vivre, il va procéder par extermination des populations. Donc, colonie de peuplement. Deuxième colonie, deuxième type, deuxième méthode d'action des Européens, c'est dans les milieux de climat, disons, mi-tempéré, mi-froid, mi-chaud, mi-froid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé ce qu'il a appelé les colonies commerciales. Donc, le cas de la Martinique, la Guyane, de ces îles. Donc, il va conserver une partie de la population qui était là parce que pour ses besoins commerciaux, il a besoin effectivement de garder une partie de cette population tout en éliminant un certain nombre d'autres et en faisant un transfert de population, hein, dans ces îles-là, notamment, hein, les Africains. Donc, colonie de peuplement, colonie commerciale. Troisième type de colonie, colonie d'exploitation. Colonie d'exploitation. C'est le cas des milieux où l'Européen ne peut pas vivre lui-même. Comme il ne peut pas y vivre lui-même, vu la chaleur et les contraintes climatiques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va opter pour la conservation de ces populations dans leur propre milieu pour pouvoir les exploiter. C'est le cas des pays africains. Donc, c'est les 3 types d'actions que l'Européen a menées hors de ses frontières. Et donc, en conservant les populations africaines en Afrique, à partir de la conférence de Berlin, qui va d'ailleurs consacrer la nécessité de les garder effectivement, il va y avoir d'autres conférences qui vont consacrer effectivement ce principe de la nécessité de la conservation des Africains en Afrique. Et donc, tout ce que les Européens avaient fait en Afrique, avant le système colonial, l'Européen va essayer de les combattre. Il va y avoir par exemple une conférence sur l'alcoolisme en Afrique. Hein? Vous n'êtes pas sans savoir que l'alcool a été introduit en Afrique lors des razzias négrières où les Européens avaient grisé, avaient saoulé des Africains. Hein? Et lorsque les Africains étaient saoulés, bon, les gars les ramassaient, ils les mettaient dans leur bateau pour les transporter dans les îles et en Amérique. Bon, quand on le dit, les gens trouvent ça bizarre. Yo, mais non! Oui, on est tous d'accord que l'Europe, ou bien que les Européens ne sont pas nos amis, mais quand même, ne dites pas que ils ont transformé le peuple africain
en un peuple alcoolique. Pourtant, c'est vrai, historiquement. C'est vrai. Le tabac va être combattu et on va développer des programmes d'hygiène en direction des Africains pour pouvoir les aider, pour pouvoir aider à leur reproduction. Ce système a continué jusqu'à ce que, bon, les années 50-60, il y avait un certain nombre de personnalités africaines capables de théoriser la libération, etc. Et ceci va amener le général de Gaulle à partir des expériences asiatiques, à octroyer l'indépendance à des pays africains. Et de Gaulle lui-même, il y a à profusion ces discours qui sont là. Si vous voyez un peu ces discours de 1958 à 62, vous allez voir que, bon, il le dit la nécessité pour la France d'accorder l'indépendance aux Africains pour pouvoir transformer la colonisation en coopération. Et cette coopération est d'ailleurs beaucoup plus bénéfique pour la France que le système colonial pur et dur. Donc, je vais vous citer par exemple en 1931, Albert Sarraut, qui était l'ancien ministre des colonies, qui dit, bon, la citation est un peu longue, il dit: le destin de l'Europe est inexorablement engagé dans l'engrenage qu'elle a créé et dont elle est serve après en avoir été maîtresse. Née de l'expansion lointaine, sa civilisation capitaliste et industrielle est condamnée à en vivre ou à mourir si elle en est privée. L'Europe, réduite à ses seules ressources, ne saurait plus se nourrir. Les produits des terres d'outre-mer sont devenus l'aliment de première nécessité de sa table, de son industrie, de son commerce. L'estomac de l'Européen et sa machine ont un besoin également impérieux de denrées et de matières qui viennent des contrées colonisées. Sucre, café, riz, thé, cacao, arachide, manioc, rhum, tabac, ceci pour la bouche, coton, laine, soie, textile, manioc, oléagineux, huile essentielle, phosphate et tant d'autres ressources encore, ceci pour l'usine et le négoce. Tout cet important apport du colonialisme à la vie européenne en conditionne désormais le rythme et la durée. L'industrialisme issu de la matière première coloniale a excité la surpopulation blanche qu'il faut ravitailler et entretenir. Cette incorporation de la vie coloniale à la vie nationale ne se limite pas au domaine économique et aux conditions du temps de paix. La sécurité que peut menacer un risque nouveau de guerre est tributaire également de l'appui colonial en denrées et en hommes. Mais si la colonisation fournit, elle absorbe au même degré, également vital pour l'Europe. Plus elle a aidé au développement économique et industriel de la puissance blanche, et plus cette dernière a besoin pour écouler sa production de vastes marchés extérieurs qu'elle a dans ses colonies ou qu'elle obtient à côté par leur intermédiaire et leur voisinage. Si elle les perd, perdant en même temps les sources de matière qu'elle met en œuvre, c'est le dérèglement, l'anémie, l'atonie, puis la paralysie de sa vie économique. L'édifice européen, en somme, repose désormais sur des pilotis coloniaux. Ceci paraît vrai surtout pour des grands pays colonisateurs, donc la France, l'Italie, etc. Ouais. Donc, pour l'ancien ministre des colonies qui s'appelle Albert Sarraut, les colonies sont
incorporé dans la vie de la métropole. Voilà. Et il démontre comment ces colonies sont vitales à la vie de la métropole. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va ajouter que pas d'abandon. C'est-à-dire qu'au moment où en Asie, des gens commençaient par réagir, etc., il dit non, non, pas d'abandon. D'abord de l'Europe dans son autorité coloniale. Quel péril, quel y court, quelques servitudes, qu'elles y subissent, quelques sommations d'abdiquer qu'elles y reçoivent, l'Europe ne doit pas déserter son commandement colonial. Elle y est, elle y doit rester. Je repousse de toutes mes forces, je répudie de toute l'énergie de ma raison pour l'Europe comme pour mon propre pays, la France, toutes les modalités qui envisagent l'éviction de la tutelle occidentale dans les colonies. Voilà, tout est là. Tout est là. Donc, l'Afrique est prise en étau, ou bien dans la nasse de la colonisation. Et ses ressources vont nourrir l'extérieur au détriment de ses propres enfants. Et cette situation va continuer. Cette situation va continuer puisque les indépendances dont on parle ne sont que la transformation du système colonial en coopération. Dans des relations de coopération, ce que De Gaulle d'ailleurs dit, que cette coopération est beaucoup plus profitable que le système colonial qui demandait des coûts et qui engendrait des critiques ici ou là. Voilà. Donc, on va appliquer la stratégie de Garot au continent africain en desserrant l'étreinte coloniale pour faire en sorte que ses ressources ou bien ses richesses puissent lui échapper davantage, enfin beaucoup plus facilement. Pour vous montrer que la chose est beaucoup plus claire qu'on ne le pense, le responsable des nouvelles implantations de Péchiné Kuhlman, qui est une entreprise multinationale en Afrique francophone, disait le 24 juin 1976 dans l'émission 60 minutes pour convaincre de TF1 ceci: si nos industries n'arrivent pas à établir ou à maintenir avec les pays d'Afrique des relations économiques et techniques convenables, je ne vois pas très bien, étant donné que les ressources de base de l'avenir de l'Europe de demain se trouvent, à mon avis, sur le continent africain, je ne vois pas très bien comment nos enfants ou nos petits-enfants pourront se procurer par des moyens pacifiques les moyens de base dont ils auront besoin pour produire les biens de consommation actuellement considérés comme indispensables. Pour moi, la coopération, c'est cela. C'est la vie de tous les jours et j'y crois. Voilà. Donc, à partir du moment où les ressources stratégiques, les matières premières se trouvent sur le continent africain, il n'est pas question pour l'Europe d'abandonner l'Afrique. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Et donc, à partir du moment où l'Afrique va se retrouver à jouer le rôle de pourvoyeuse de matières premières, ben, elle va se retrouver dans une situation de faiblesse terrible. Et c'est dans cette situation de faiblesse terrible que l'Afrique va rencontrer le 21e siècle avec des pays, d'autres pays qui vont l'envahir. Je rappelle que après la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre intra-européenne appelée Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique avaient décidé que les Européens doivent utiliser l'Afrique pour leur reconstruction. Les États-Unis d'Amérique avaient décidé que les pays européens sont libres d'utiliser les ressources africaines autant que cela puisse se faire pour reconstruire leur économie.
Et, comme je le disais tantôt, c'est dans cette situation de faiblesse terrible que d'autres pays vont rencontrer l'Afrique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain africain? La Chine est présente, l'Inde est présente, le Brésil est présent, la Corée du Sud est présente, la Turquie est présente, la Russie est présente, le Qatar est présent, l'Arabie Saoudite est présente, et tous ces pays, en plus des pays dits traditionnels, qui ont des relations avec l'Afrique, c'est aujourd'hui qu'il se joue une concurrence terrible pour accéder aux ressources africaines et les exploiter à fond pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à ces pays-là. Alain Juppé, qui vient de quitter le Quai d'Orsay, disait le 18 juin 2011 que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. Et il précise sa pensée en disant que l'Afrique, surtout, est un réservoir de croissance extraordinaire pour l'économie mondiale. Voilà. Et on entend dans les médias et un peu partout que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. Et les Africains même dansent. Oui, tout le monde on nous dit ouais, nous sommes le continent du XXIe siècle, sans savoir le contenu de cette phrase, sans savoir les éléments constitutifs, ce qu'on met, ce que les gens mettent quand on dit l'Afrique est le continent du XXIe siècle, ce qu'on y met vraiment. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire seulement que nous tous, nous avons notre place en Afrique. Nous devons aller prendre notre place en Afrique, puisque les ressources se trouvent là-bas. Donc, tous les pays doivent se battre pour accéder à l'espace africain et exploiter ces ressources. Donc, je le disais tantôt, les pays émergents, la Chine, le Brésil, etc., tous ces pays-là, ils sont. Et qu'est-ce que ces pays font? Je laisse de côté l'Europe et ce qu'on appelle les pays traditionnellement africains. La Chine, elle va tout d'abord, elle va procéder de la même manière que les pays européens. L'ambassadeur de Chine en France va écumer les archives coloniales de la France pour savoir comment la France a opéré en Afrique. Pour que, malgré tout ce qu'elle a fait, toutes les destructions qu'elle a faites en Afrique, les Africains ne se révoltent pas tant que ça contre la France en Afrique. Et donc l'ambassadeur de Chine en France va piocher dans les archives coloniales les bonnes pratiques, entre guillemets, de la France en Afrique. Et quelles sont ces bonnes pratiques? C'est tout d'abord la formation des Africains. C'est d'abord le recrutement des étudiants africains et leur formation. Donc préparer ce qu'on a appelé dans le système colonial l'élite indigène, qui sera ce que, selon les termes même du système colonial, collaboratrice de l'exploitation de l'Afrique. Voilà. Élite indigène collaboratrice de l'exploitation des ressources africaines. Et donc, la Chine va déployer l'outil de la formation. Donc, elle va recruter des Africains, elle va offrir des bourses à des Africains, elle va transporter des Africains en Chine pour les former, faire des Chinois africains. Des Chinois africains qui vont retourner en Afrique faire le travail missionnaire de la propagation de la pensée chinoise et de la défense des intérêts de la Chine en Afrique. Avec, à la clé, la propagande du gagnant-gagnant. Et ça joue, et ça marche. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir les Africains danser. Ah, nous, partenariat gagnant-gagnant, c'est gagnant-gagnant. Ça fait longtemps que les Européens... Non, nous, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Bon.
Donc, la Chine va commencer, elle aussi, par créer en Afrique des instituts Confucius dans les universités africaines pour former ses propres outils. Elle va recruter des journalistes africains, comme la France le faisait, ou bien le fait, hein, va recruter des journalistes africains, va les transporter en Chine, va les loger. Vous imaginez, les journalistes africains, ben, c'est des pauvres types comme nous, c'est des pauvres types comme nous. Les gars, ils sont transportés, on les met dans un China, machin, on les amène en Chine, dans des hôtels climatisés, véhiculés, tout. Mais les gars reviennent, oh là là, la Chine, c'est le paradis sur terre. Donc quand les Chinois viennent en Afrique, nous devons les accueillir. Voilà. Donc la Chine va jouer, à part sur la formation, elle va jouer sur l'outil journalistique. Recrutement et formation des journalistes africains. Elle ira beaucoup plus loin. Elle va imiter la Grande-Bretagne et la France qui ont créé, et les États-Unis qui ont créé respectivement leurs médias en direction de l'Afrique. RFI pour la France, France 24, TV5, etc. pour la France, BBC pour la Grande-Bretagne, CNN et Voice of America pour les États-Unis, Deutsche Welle pour l'Allemagne, et la Chine va créer aussi son média, sa radio en direction de l'Afrique. Elle va créer aussi sa radio en direction de l'Afrique où actuellement elle fait des émissions. Hein. On passe maintenant du chinois facile en Afrique sur des médias nationaux. Et en plus des programmes que la Chine confectionne directement et diffuse directement, la Chine passe également par les médias, hein, ce qu'on appelle les radios nationales, hein, c'est la seule radio qui couvre ce qu'on appelle le territoire national en Afrique, hein, c'est la voix du pouvoir. Hein. Donc aujourd'hui la Chine utilise ce canal pour diffuser, hein, du chinois facile pour que les Africains apprennent vite le chinois, hein, et deviennent des pro-chinois en puissance. À part ces trois outils, la Chine va imiter la France et les autres pays colonisateurs en investissant dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Au 19e siècle, il y a un colonel français qui s'appelle Philibert qui avait écrit un livre. Et qu'est-ce qu'il dit, ce colonel? Il dit que non, on n'a pas. C'est vrai que dans un premier temps, on a besoin d'utiliser les armes pour conquérir les Africains, mais une fois que la conquête militaire est terminée, il faut, parce que nous ne pouvons pas construire des relations durables sur la force, donc nous avons besoin d'attirer ces populations vers nous. Et comment on le fait? Il dit, selon ces termes, il dit qu'il y a une méthode vieille comme le monde, mais qui marche très bien, c'est de créer des hôpitaux, des pubs, hein, de petits outils comme ça, pour attirer la population vers nous. C'est-à-dire que, concrètement, lorsque quelqu'un est malade au sein de la population indigène, et qu'on la transporte dans un de nos hôpitaux, de nos dispensaires, et que nous le soignons, vous imaginez l'effet que ça produit sur la population? C'est-à-dire qu'une population qui nous est hostile, hier peut se retrouver totalement convertie à nos idéaux à partir du moment où nous rendons ce type de service aux populations. Et effectivement, ça va marcher. Donc, qu'est-ce que la Chine fait? La Chine va copier également cela. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, la Chine est dans les villages en train de dire qu'elle donne de l'eau à boire, de l'eau potable aux populations, construit des puits, des petits trucs, voilà. Hein, au Togo récemment, il y a eu 100 villages qui ont été sélectionnés et la Chine a financé cela. Donc, on va construire un réseau d'eau aux populations locales. Donc, ça marche.
Si demain, nous qui sommes ici, nous allons dire à ces populations qui boivent maintenant de l'eau potable grâce à la Chine, que non, mais écoutez, la Chine est en train de nous coloniser, vous imaginez la réaction de ces populations? Ils vont nous lapider, les gens vont nous lapider. Vous voyez? Donc c'est comme ça que la Chine procède aujourd'hui en Afrique. Et bien évidemment, elle va construire quelques kilomètres de routes, de ponts, de petits trucs, de petites infrastructures, et elle ira beaucoup plus loin jusqu'au sommet de l'Afrique en allant construire ce qu'on appelle le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Alors là, la Chine a touché le point G des Africains. Là, c'est bon. Là, c'est... Voilà. Donc la Chine, c'est notre partenaire maintenant. C'est notre ami. Les Africains ne jurent que par la Chine maintenant. Voilà. Voilà. Les méchants occidentaux, ils ne nous ont rien construit. La Chine nous construit tout. Nous, on est là, on reste les bras croisés. La Chine va nous construire les infrastructures dont nous avons besoin. Voilà. C'est comme ça que, en tout cas, beaucoup d'Africains pensent la chose. Donc, je vais terminer sur la Chine en disant que la Chine va maintenant organiser, au-delà de tout ceci, des sommets, des forats, tout ça, Chine-Afrique, régulièrement. Donc, on a aujourd'hui une sorte de pendant de la France-Afrique qui est la Chine-Afrique. Donc, la Chine opère par ses propres hommes, les dictateurs africains qui sont vraiment contents d'avoir la Chine, qui d'ailleurs se dit, bon, nous on ne se mêle pas de vos problèmes intérieurs. Voilà, on ne se mêle pas de vos problèmes intérieurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le commerce. Voilà. Vous n'entendrez jamais le Premier ministre chinois venir dire à Dakar que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Non, ce n'est pas notre souci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les matières premières. Point. L'exemple qui est encore très frappant, c'est celui de la Turquie. Alors, la Turquie, aujourd'hui, est très présente en Afrique et elle va opérer par étapes. En 1998, la Turquie adopte un document dont le titre est intitulé Opening Up to Africa Policy, qui a pour objectif d'approfondir les relations économiques avec l'Afrique. 2003, la Turquie lance ce qu'elle appelle Stratégie Afrique. 2008, la Turquie déclare cette année Année de l'Afrique, avec obtention du statut de membre observateur auprès de l'Union africaine. Et en 2010, le président turc, Abdullah Gül, ira en Afrique, dans 3 pays, essentiellement, le Kenya, la RDC et le Cameroun, avec 100 hommes d'affaires. Bon. Et la Turquie va institutionnaliser ses relations au travers de son agent de coopération internationale qui s'appelle TICA, qui aujourd'hui a 3 bureaux en Afrique, notamment au Soudan, en Éthiopie et au Sénégal, à partir desquels elle opère dans 30 pays africains. Donc, la Turquie est présente et déjà en 2010, la Turquie a gagné en Afrique 18 milliards de dollars sur les affaires qu'elle mène. Et compte, dans les 3 années à venir, c'est-à-dire 2010-2013, a passé de 18 milliards à 30 milliards de dollars. Et la Chine compte jouer sur plusieurs paramètres. 1. Son réseau diplomatique. Donc aujourd'hui, les ambassadeurs de la Turquie se multiplient en Afrique. 2. Sur le ferment religieux. Et sur ce coup-là, la Turquie joue bien son rôle. Parce que, qu'est-ce qu'elle fait? La Turquie dispose à l'intérieur de ses frontières de ce qu'on appelle Diyanet, qui est la direction des affaires religieuses. Et
cette direction va convoquer ou bien va organiser une conférence et va appeler les musulmans, les responsables musulmans africains et 300 étudiants africains invités à étudier la théologie en Turquie. Donc la Turquie aussi prépare ses propres hommes en Afrique aujourd'hui par le biais de la formation d'étudiants. Ensuite, la Turquie va aussi utiliser le même outil humanitaire. Donc, en 2011, la Turquie a engagé une campagne d'opération de cataracte en Afrique avec pour slogan « Les Turcs, écoutez bien, les Turcs ouvrent les yeux à 100 000 Africains. » Hein? Et donc, vous imaginez, les gens qui, dans les villages qui ne voient pas, qui ont des problèmes de vue, etc., bon, qui sont sauvés grâce à la Turquie. Si demain vous allez leur dire que les Turcs, ce ne sont pas nos amis, ben, ils vont vous lapider. Ils vont vous lapider. Donc, les Turcs ouvrent les yeux à 100 000 Africains. Ensuite, la Turquie crée un réseau d'écoles, de confréries musulmanes, notamment 5 écoles en Afrique du Sud pour la formation de 3000 étudiants, 3000 élèves. Et la Turquie utilise aussi le paramètre financier parce que la Turquie est membre de la Banque africaine de développement, membre étranger de la Banque africaine de développement. Donc la Turquie passe également par ce biais pour pouvoir s'implanter durablement en Afrique. Et on a vu le résultat de tout ceci, c'est qu'en 2008, la Turquie va pouvoir compter sur les pays africains pour pouvoir être élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Et donc la Turquie utilise l'Afrique aujourd'hui pour sa croissance, pour sa prospérité et pour l'affirmation de sa puissance dans le monde aujourd'hui. On voit d'ailleurs que d'autres pays empruntent le même canal. Le Brésil va aussi faire la même chose et va créer une université aujourd'hui au Brésil pour pouvoir, une université africaine, pour pouvoir former faire venir des étudiants africains, les former à la pensée brésilienne, etc. pour que, demain, cela donne du fruit. La Corée du Sud fait également la même chose. Mais la Corée du Sud et les pays du Golfe iront beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ces pays vont faire? Ils vont investir dans ce qu'on appelle l'accaparement ou bien l'acquisition des terres africaines. Ces pays vont acquérir des terres en Afrique, produire de la nourriture sur le sol africain pendant que les Africains ont faim. Ces pays vont produire de la nourriture en Afrique et l'importer chez eux pour pouvoir nourrir leur population. Et en la matière, l'Arabie Saoudite, qui prévoit déjà pour 2030 le doublement de sa population, a acquis des terres au Soudan. Le Qatar va acquérir 50 000 hectares au Kenya. La Corée du Sud va acquérir 690 000 hectares au Soudan pour produire du blé. La Corée du Sud va acquérir 200 000 hectares à Madagascar, vous vous souvenez, et ça va provoquer un tollé général. Aujourd'hui, on croit que ce contrat a été annulé. Et figurez-vous, ces contrats, il ne s'agit pas seulement des acquisitions de terres pour 5-10 ans, c'est sur 100 ans renouvelables. Donc ça veut dire que demain, lorsque vous et moi nous retournons en Afrique,
Bon, nous allons nous retrouver dans le domaine coréen, dans le domaine arabe, qatari, etc. Donc nous n'aurons même plus de terre pour pouvoir cultiver notre nourriture. Dubaï aussi. Dubaï va acquérir plus de 100 000 hectares en Zambie pour produire du riz et du blé. Hein? Les fonds arabes produisent déjà aujourd'hui au Soudan de l'éthanol. Donc, la situation aujourd'hui en Afrique, si je résume le problème, c'est que l'Afrique continue de jouer le rôle que l'Europe lui a assigné à partir du XIVe siècle, à savoir, source d'approvisionnement de matières premières, source d'approvisionnement de matières premières, 2, marché pour les entreprises et multinationales d'autres pays, marché où ces pays et leurs entreprises coulent leurs produits. Et sur l'ensemble de tout ceci vient se greffer un troisième phénomène qui est assez récent, c'est que l'Afrique joue également le rôle de dépotoir, de poubelle, où les pays industrialisés viennent déverser leurs déchets toxiques. Le cas de la Somalie. On a vu avec Provo Kuala en Côte d'Ivoire. On a vu avec le Ghana, où les pays industrialisés viennent déverser de la pourriture industrielle qui pollue énormément les nappes phréatiques et l'ensemble de l'environnement. Donc, l'Afrique joue 3 rôles essentiellement dans le système de mondialisation, de la mondialisation économique, à savoir 1, source d'approvisionnement en matières premières, 2, marché d'écoulement des produits, et 3, rôle de poubelle où tout ce qui ne peut pas être jeté ici est jeté là-bas. Et les Africains eux-mêmes contribuent d'ailleurs à entretenir ce rôle de poubelle dans la mesure où, dans la diaspora aujourd'hui, il y a pas mal d'Africains qui ramassent des trucs pourris pour aller les mettre en Afrique, soi-disant qu'ils font le développement à la base. Voilà, ils font le développement à la base. C'est-à-dire que, oh non, la télé, là, ça ne marche plus, mais bon, en Afrique, nous, on répare tout. On répare tout. Donc, il n'y a pas, nous, on ne jette pas en Afrique. Des trucs toxiques ici? Non, mais écoutez, on fait de, comment est-ce qu'on appelle ça, le recyclage. Non, pas de recyclage, mais il faut des cartons. Il envoie ça en Afrique. On envoie ça en Afrique. Donc, aujourd'hui, le rôle que l'Afrique joue effectivement dans l'économie mondiale est celui-là. Et nous voyons que les Africains, dans leur propre milieu, ne maîtrisent rien du tout. Or, c'est la géographie qui fait l'histoire. C'est-à-dire qu'une population ne peut construire une civilisation que si elle a effectivement prise sur l'environnement ou bien sur l'espace sur lequel elle est. Or, la réalité factuelle montre que les Africains ne jouent strictement aucun rôle dans leur environnement. Ils sont là pour produire du café, du cacao, du coltan, de l'uranium, du blé, des fleurs et toute autre matière pour les autres, sous des dirigeants qui ne sont pas les nôtres, qui sont mis en place pour justement maintenir ce système. Et les Africains, effectivement, se retrouvent dans une situation de paupérisation où on leur fait croire que la solution viendra, ou bien leur salut viendra de l'extérieur, notamment des institutions comme le FMI, la Banque mondiale,